Edith, Edith, j'ai mes règles 15 jours. 15 jours. Après le Après le retrait, pour l'instant, je n'ai pas encore ressenti de différence. Ok. Ok. Ah, coucou Ah, Laura. coucou Laura. Oui, parce que Ok, Puisque génial. Lise nous disait que, Edith, pardon, nous disait qu'elle avait qu'elle retiré avait son retiré son stérilet stérilet il y a 15 il y a jours, 15 jours, son stérilet son au cuivre. stérilet au cuivre. On pourrait on peut-être pourrait peut-être commencer commencer par cette méthode d'ailleurs. Génial, Est-ce que ça me tu va. entends? Parfait. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Donc nous, on voulait aborder les deux grandes méthodes, c'est la méthode Barrière ou les méthodes hormonales, donc le stérilet cuivre fait partie de la grande famille des méthodes barrières. Et je crois que tu es bien au point là-dessus. Ouais. Ouais. Donc le Donc le stérilet stérilet au cuivre, c'est un petit un appareil. petit appareil. Ah, bah, d'ailleurs, Je voulais le montrer, mais crois je crois que je ne l'ai pas ici. C'est un C'est un petit petit objet objet qui se met au niveau du vagin. On On rentre rentre dans dans le le vagin, vagin, on on passe par le petit col de l'utérus. En fait, c'est En fait, c'est en forme de T. avec Deux bras. bras. Les bras sont repliés quand on le passe par le col. Et hop, Et hop, quand il arrive dans l'utérus, il se déploie. Et donc, il se cale voilà, dans dans l'utérus. Et ce qui agit, en fait, c'est le cuivre, parce que c'est spermicide. Donc, ça tue les spermatozoïdes qui pourraient rentrer à travers le col. Et en fait, le fait d'avoir un petit objet dans l'utérus aussi crée une légère inflammation du corps utérin, ce qui permet aussi, s'il y a une éventuelle fécondation, eh bien, l'embryon aura beaucoup de mal à s'implanter dans l'utérus, en fait. Il ne pourra pas trop nidifier. Donc, il il existe quand même un certain risque, toujours, parce que le risque zéro n'existe pas. Je crois que c'est 8 femmes pour 1000 qui ont une grossesse sous stérilet au cuivre. Voilà. Alors, quels sont les risques de cette, les inconvénients de cette méthode? C'est le fait qu'il y a une petite inflammation constante en fait, de l'utérus. Or, au moment des règles, il y a aussi une inflammation qui se crée naturelle. Donc, ça peut accentuer des douleurs de règles, ça peut aussi rendre des règles plus abondantes, notamment parce que, en fait, pendant les règles, l'utérus se contracte, et là, il se contracte autour d'un objet. Ce qui fait que ça va aller encore plus l'essorer en quelque sorte, et la couche superficielle de muqueuse qui coule pendant les règles est plus importante. Donc en tout cas pour ma part, j'ai eu des règles un peu plus longues qui commençaient de manière moins franche que sans stérilet et qui se poursuivaient un petit peu pendant plusieurs jours après la fin du vrai flux en fait. Ce qui peut être un petit peu contraignant. Et voilà, un petit peu plus douloureuse, un petit peu plus longue et un petit peu plus abondante aussi. Et puis cette inflammation, c'est quelque chose qui peut être à terme un petit peu gênant pour l'utérus parce que voilà, dès qu'il y a une réaction inflammatoire, il y a le système immunitaire qui se met en route. Et c'est quelque chose de pas naturel quand même dans l'organisme qui se passe. Mais c'est quand même une méthode qui, selon moi, est assez respectueuse du corps, en tout cas plus respectueuse à mon sens que les méthodes hormonales. Et voilà, qui peut permettre d'être quand même assez serein si on n'a pas forcément envie de se lancer dans une méthode naturelle, sans barrière ou sans hormones. Voilà. Génial. Du coup, on peut peut-être enchaîner sur les autres méthodes barrières, si ça te va? Oui. Génial. Ouais. Moi, je peux peut-être vous parler du diaphragme et de la cape. Donc, en fait, donc notre vagin, donc au fond du vagin, on va avoir donc le col de l'utérus par lequel va pouvoir passer les spermatozoïdes pour que ensuite ils puissent féconder un ovule et ensuite l'ovule fécondé va se loger dans l'utérus. Et donc il y a ce col de l'utérus qui est un peu l'entrée
et qui fait la jonction entre le vagin et l'utérus. Et ce petit col, eh ben, du coup, on peut le fermer avec d'autres méthodes, donc barrières. Donc, Adèle vous parlait du stérilet, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent se poser juste avant ou 8 heures avant le rapport sexuel, qui est la cape ou le diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est quelque chose. Donc, on a le vagin, d'accord, et au-dessus, le col de l'utérus. Et en fait, ce diaphragme va vraiment se loger tout au fond du vagin et éviter donc du coup les spermatozoïdes de pouvoir passer. D'accord? Est-ce que c'est clair? Génial. J'ai Adèle qui me dit oui. Si vous voulez aussi, du coup, me dire oui. Et puis, en effet, il y a des blocages, des commentaires désagréables. Je sais pas si on peut les bloquer, mais en tout cas, les personnes qui sont pas intéressées par le sujet, elles ont le choix de partir. Elles peuvent partir, si ça les intéresse pas. Alors, du coup, on va avoir aussi donc là, c'était vraiment le diaphragme. Merci Élise, donc c'était clair. Et on va aussi avoir la cape. Donc la cape, c'est quoi? Ça va plutôt être plus petit et qui va aller se mettre directement sur le col de l'utérus. Donc on va imaginer comme une sorte de petit dé à coudre qui va se loger sur le col. Est-ce que c'est clair? Génial. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous pouvez mettre des petits... Moi, j'ai retiré les personnes qui... Ah, génial. Merci Adèle. Je ne savais pas si on pouvait. Merci, c'est super. Donc, du coup, vous pouvez mettre des petits pouces ou des petits commentaires juste pour me dire que c'est clair. Donc, vraiment, ce col, on le voit. Je vous incite en effet peut-être à aller regarder sur Internet au fond du vagin. Et en effet, du coup, comme un petit dé à coudre qui va encapsuler que le col et qui va du coup ne pas laisser passer les spermatozoïdes. On peut le coupler, pardon. Je suis un peu perturbée en même temps que je regardais les commentaires. On peut le coupler avec tout ce qui est spermicide pour avoir un effet qui est plus, on va dire, qui est plus fiable. Ok. On peut avoir dans tout ce qui est méthode de contraception barrière, on peut aussi avoir l'éponge, d'accord? Donc c'est un peu comme on s'imagine, on se représente une éponge qu'on va mettre au niveau du vagin et qui va récolter en fait tous les spermatozoïdes et éviter, du coup, pareil, qu'ils puissent aller passer dans le col et puis ensuite rentrer dans l'utérus. L'éponge, c'est quelque chose qui peut entraîner chez certaines personnes un peu des sécheresses, bien sûr, puisqu'en fait, on va avoir les spermatozoïdes qui vont se coller dans l'éponge, mais aussi tous les fluides de la femme. Donc, en effet, des sécheresses pendant les rapports pour certaines personnes. Et est-ce que ce sont des méthodes qui sont fiables? Est-ce que tu connais le taux de fiabilité? Alors, il y a une différence. Je connais pas les taux. On les trouve sur le site d'Amélie et je trouve qu'il est bien fait, le site de la Sécurité sociale, vraiment sur les moyens de contraception. Je le trouve très bien fait. Et les taux, il va y avoir des différences entre les taux qui vont être des fois théoriques et les taux qui vont être vraiment être liés à une pratique et vraiment l'accompagnement de femmes, d'un échantillon de femmes pour voir vraiment finalement dans la pratique ce que ça engendre. Le taux qu'on va regarder, c'est l'indice de Pearl. Donc ça, en effet, comme je vous disais, vous pouvez le trouver directement sur le site d'Amélie. Tu nous as parlé du stérilet et puis maintenant il y a aussi un moyen de contraception barrière qu'on connaît plus amplement, qui est le préservatif. Je dis n'importe quoi, le préservatif.
Donc, le préservatif, il peut être soit externe ou soit interne. Donc, on peut dire préservatif externe, donc qui va se mettre sur un individu qui a donc un pénis et des testicules, ou interne et qui va se mettre chez une personne qui possède un vagin. D'accord? Donc, on dit en général féminin ou masculin. Voilà. Pour les barrières. Super. On peut passer peut-être aux moyens de contraception hormonaux. Oui, c'est bon pour toi? N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah tiens, Edith. Du coup, avec mon mari, on a opté pour le port de préservatif. Ok. Génial. Super. Ok. Alors, du coup, on va parler des moyens de contraception hormonaux. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel tu veux qu'on commence, Adèle? Je pense qu'on peut aller vers la pilule. C'est quand même Ouais. celui qui est utilisé majoritairement. Génial. Alors, il y a deux types de pilules, qui est la pilule œstroprogestative ou la pilule seulement à base de progestérone. Ok. Du coup, on commence par œstroprogestative, ça te va? Allez. Génial. Alors, les pilules œstroprogestatives, tout simplement, elles vont contenir et des œstrogènes et de la progestérone. Si vous nous avez déjà suivi sur des lives, on avait expliqué. Si c'est pas le cas, du coup, je vais vous refaire une petite explication rapide. Ou sinon, vous pouvez aussi voir nos précédents lives. En fait, le cycle menstruel, il est gouverné par deux hormones féminines principales, qui sont les œstrogènes en début de cycle et la progestérone en deuxième partie de cycle. Et en fait, cette pilule œstroprogestative, elle va contenir des hormones œstrogène et progestérone de synthèse et qui va du coup bloquer notre ovulation, qui va en fait nous mettre au lieu, parce qu'en fait notre cycle, notre nature cyclique, comme on le disait avec Adèle, est liée en fait à ces variations d'hormones, donc plutôt œstrogénique et plutôt progestérone à la fin du cycle. Mais si on est sur une pilule qui nous amène des œstrogènes et de la progestérone de manière continue tout au long du cycle, et bien du coup, on n'a plus ces variations qui vont nous permettre l'ovulation. Donc, la pilule œstroprogestative, elle va bloquer cette ovulation. Dans les moyens de contraception œstroprogestatifs, on peut aussi peut-être citer l'anneau. Donc, c'est un anneau qui va contenir des hormones et qu'on va glisser dans le vagin et qui, lui, donc pour les personnes qui ont, par exemple, veulent prendre un moyen de contraception œstrogénique et progestatif en même temps, mais qui voudraient pas prendre une pilule tous les jours parce que c'est astreignant, qui auraient peur d'un oubli, etc. Et ben, du coup, on peut mettre cet anneau et qui va pouvoir se diffuser progressivement pendant une durée de 3 semaines. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en début de mois et puis qu'on va laisser sans craindre l'oubli. Mais ça va fonctionner du coup de la même manière que cette pilule. C'est bon pour vous? Du coup, j'enchaîne avec les pilules à la progestérone. Ça te va pour toi? Puis tu pourras nous expliquer peut-être un peu plus tout ce qui est moyen de contraception d'observation? Oui. Génial. Donc du coup, la pilule à la progestérone, donc c'est pareil que celle qui est œstroprogestative, c'est quelque chose qu'on va prendre quotidiennement, mais du coup, elle va contenir uniquement de la progestérone. Donc la progestérone, on a dit que c'était l'hormone de deuxième partie de cycle. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que comme vous avez amené tout le temps de la progestérone, le corps, en deuxième partie de cycle, lui, potentiellement, il pense qu'on est enceinte. D'accord? C'est pour ça qu'on ne refait pas une ovulation, etc., etc. Donc, cette hormone, la progestérone, c'est vraiment l'hormone maternelle qui va commencer à pouvoir faire développer l'embryon qui aura été, qui aurait été l'ovule qui aurait été fécondé pendant la période ovulatoire. Et donc, du coup, cette progestérone va pouvoir développer ça. Donc, du coup, comme on est censé être enceinte,
et bien évidemment, cette progestérone, elle bloque l'ovulation. Donc, la pilule à la progestérone bloque l'ovulation. Et elle va aussi avoir un impact sur notre glaire cervicale, sur la qualité de notre glaire cervicale qui va devenir opaque. Donc, la glaire cervicale en pleine ovulation, elle va devenir une vraie élixir de jouvence pour les spermatozoïdes qui vont pouvoir se loger et qui vont pouvoir qui vont pouvoir être nourris, qui vont pouvoir vivre plus longtemps. Mais quand on est en pilule progestative, elle va s'épaissir pour, au contraire, que ces spermatozoïdes ne passent pas. Puisque comme on est censé être enceinte, et bien du coup, le corps ne veut pas être dérangé à ce moment-là. C'est ça, donc ça crée un petit bouchon muqueux au niveau du col, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En effet, il y a en tout cas plus de spermatozoïdes qui peuvent, par ce bouchon, en effet, ça me paraît très bien comme image, une sorte de colle un peu bien épaisse, mais surtout très, voilà, bien opaque, voilà, bien opaque, qui ne pourra rien laisser passer. Donc, en effet, cette progestérone, cette pilule progestative, elle va leurrer une grossesse ou une deuxième partie de cycle et va engendrer plus d'ovulation, donc une perte de l'ovulation et un épaississement de cette colle, on va dire, de cette glaire cervicale. Okay. Dans les autres moyens de contraception à la progestérone, on peut aussi parler de l'implant. Donc l'implant, quand vous avez un implant, c'est exactement la même chose. En fait, vous êtes sous le contrôle d'hormones progestatifs. Mais pareil que l'anneau qui empêchait du coup peut-être les oublis, l'implant, finalement, on n'y repense pas. Et le stérilet aux hormones, c'est aussi C'est une très bonne question, Adèle. Donc, en effet, le stérilet aux hormones, c'est un stérilet à la progestérone. Donc, qui localement va envoyer cette progestérone qui va avoir ce même effet qu'on vient de dire. OK ? Tous ces moyens de contraception à la progestérone peuvent être donnés en cas d'hyperménorrhée. Donc, l'hyperménorrhée, c'est justement quand on va avoir des règles qui sont abondantes, puisque c'est vraiment pendant la première partie du cycle, comme on l'avait vu sur le live Ma Nature cyclique, sous l'effet des œstrogènes, que va se gorger l'endomètre de sang. Et là, comme on est tout le temps en milieu, en climat progestatif, et bien du coup, le climat œstrogénique ne va pas du coup s'exprimer et cette muqueuse va moins se gorger de sang. Donc, du coup, on va avoir des règles moins abondantes et chez certaines femmes, on va carrément avoir une aménorrhée avec ce type de moyen de contraception. Ok. Est-ce que c'est tout clair pour vous? N'hésitez pas à poser vos questions. En tout cas, moi, ça me paraît bien clair. Et je regarde ce qu'on avait écrit. Je pense qu'on a parlé d'à peu près tout. Il reste en fait les méthodes d'observation. Ah, les méthodes masculines aussi dont tu pourras parler. Génial. Super. Je peux partir un peu sur les méthodes d'observation. On les appelle aussi souvent des méthodes naturelles. Donc, on a la méthode Billing, la méthode Ogino et la symptothermie. La symptothermie, vous le verrez, c'est celle qui est la plus complète, qui regroupe le plus d'indices. On parle d'indices à observer. La méthode Billing, en fait, c'est une méthode qui consiste à observer la glaire cervicale. Donc, Céline en parlait à l'instant. La glaire cervicale, c'est cette sécrétion qui se fait au niveau de toutes petites glandes tout autour du col de l'utérus et qui permet, au moment de l'ovulation, de créer un milieu favorable pour la progression des spermatozoïdes afin qu'ils traversent le vagin et qu'ils aillent dans l'utérus. Parce qu'en fait, tout au long du mois, le milieu du vagin est plutôt acide et cette glaire cervicale, au contraire, elle est alcaline. Et donc, les spermatozoïdes vont se sentir très bien dans ce milieu et passer le col facilement. Et donc, cette glaire cervicale, on peut observer sa consistance, son apparence tout au long du cycle et
particulièrement au moment de l'ovulation où elle se trouve être très abondante, très filante, coulante. Ça fait vraiment comme, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait donner comme, comme image, mais Un blanc d'œuf cru. Un blanc d'œuf, voilà, exactement, c'est exactement ça. Et ça, on peut le retrouver sur le papier quand on s'essuie ou même dans la culotte. Et on sent aussi que le vagin à ce moment-là est plus humide. On a cette sensation d'humidité. Ça glisse. Et donc, là, ça glisse. Voilà. Comme ça, les spermatozoïdes, hop, ils glissent comme sur une luge. Et donc, la méthode Billing, c'est l'observation de cette glaire, aller la toucher, aller voir cette période-là de 3-4 jours où du coup, on peut avoir cette... enfin, c'est un signe de fécondité, voilà. La fiabilité est apparemment d'à peu près 25%, enfin, il y a 25% de risque, voilà, la première année d'utilisation de cette méthode. Mais comme la plupart des méthodes naturelles, en fait, il faut un certain temps d'observation de son cycle pour bien connaître voilà, la durée de son cycle le plus court, la durée du cycle le plus long, et puis avoir une certaine moyenne aussi. La méthode Ogino, alors... Fait les bébés les plus beaux. C'est ce que me disait ma maman quand j'étais gamine, pour surtout pas que j'utilise ça. Oui, parce qu'en fait, elle est un peu particulière, cette méthode. L'idée, c'est de connaître la période de fécondité, de fertilité, et d'éviter les rapports. En fait, c'est une méthode d'abstinence des rapports pendant la période de fertilité de la femme. Et c'est juste en comptant les jours, c'est ça? Oui. Il n'y a pas d'observation. Il y a une méthode de calcul, en fait. Voilà. Non, il n'y a pas d'observation. En fait, il faut calculer sur 12 cycles, sur une période de 12 cycles, calculer le cycle le plus court et le cycle le plus long sur ces 12 cycles. Et ensuite, il y a un petit calcul à faire. Donc, c'est très facile, hein. Vous allez sur Internet et vous trouvez cette histoire de calcul. Où en fait, on va calculer le premier jour de la période féconde jusqu'au dernier jour de la période féconde. Donc, c'est une moyenne. Et sur cette période-là, abstinence. Donc, là, je vous dis juste le calcul, mais vous le trouverez parce que ouais, il faut le regarder pour bien le comprendre. En fait, pour trouver le premier jour de la période féconde, on calcule 10 plus longueur du cycle le plus court, moins 28. Donc, par exemple, une femme qui a remarqué que sur ses 12 derniers cycles, son cycle le plus court a été de, je sais pas moi, 28 jours, elle va faire 10 plus 28, ce qui fait 38, moins 28 égale 10. Donc 10, c'est le premier jour de la période fertile. C'est-à-dire qu'à partir du premier jour des règles jusqu'au 10e jour, c'est OK, elle peut faire l'amour. Et à partir du 10e jour, abstinence. Et ensuite, cette période d'abstinence, jusqu'où elle va, et bien là, c'est le calcul 17 plus longueur du cycle le plus long, moins 28. Donc, imaginons que son cycle le plus long, ça a été 32 jours. Elle va faire 17 plus 32 moins 28. On arrive à 21. Donc, son dernier jour potentiel de fécondité, ça va être le 21e jour de son cycle. Ce qui fait qu'en fait, son abstinence, elle va faire preuve d'abstinence du 10e au 21e jour du cycle. Ce qui fait quand même une période de 11 jours sur un cycle. Et tout ça, c'est potentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'observation, en fait. C'est ça, il n'y a pas d'observation. Il y a juste observation de la longueur. On fait une moyenne sur 12 cycles, donc il faut être patient en plus. Donc voilà, ça c'est la méthode Ogino. Pour avoir des beaux bébés. Non, je rigole. Là, je juge un moyen de contraception, alors que c'est pas du tout le cas. Là, on vous fait une liste de tout ce qu'il y a, et ensuite il n'y a pas de bon moyen, c'est celui qui vous semble le plus judicieux pour vous en fonction de vos critères à vous. C'est ça, est-ce que c'est hors de question d'avoir une grossesse ou est-ce que c'est OK si une grossesse arrive? En fonction de ça, vous allez pouvoir opter pour un moyen de contraception. Il y a aussi le coût des contraceptions parce que le diaphragme, la cape, c'est quand même assez cher. Par exemple, le stérilet au cuivre, ça revient pas cher du tout. L'implant, je crois que c'est quand même un peu plus cher l'implant. Mais voilà, il y a plein de critères en fait pour choisir sa contraception. Il y a aussi ce qu'on veut mettre dans son corps ou pas. Enfin, est-ce qu'on est prêt à s'investir pour la méthode d'observation? Là, je vais vous parler de la symptothermie. Ça demande un certain investissement quand même, une certaine rigueur en tout cas pendant un certain temps.
Donc la symptothermie, on l'appelle aussi la méthode des indices combinés. Donc on va regarder 3 choses. On va regarder cette fameuse consistance de la glaire qui nous indique le moment de l'ovulation. On va aller on va aller observer le col, donc pas avec les yeux, mais là c'est l'observation du toucher. Donc on peut mettre les doigts dans le vagin et aller toucher le col, et en fait ce col de l'utérus change de hauteur et de consistance tout au long du cycle. Et alors Céline, dis-moi si c'est ok, au moment de l'ovulation, le col est plus mou, il a cette consistance là des lèvres, comme tu dis, et aux autres moments du cycle, quand il n'y a pas fertilité, il devient plus dur. Tout dur, il se rétracte pour qu'il n'y ait rien qui passe au milieu. Et il devient un peu plus comme le bout du nez. Donc ça, c'est à force d'aller toucher, on peut se rendre compte de cette subtilité. Et le dernier indice, c'est la température. Donc là, il faut un thermomètre un petit peu spécial. C'est un thermomètre qu'on peut trouver en mettant thermomètre symptothermie sur Internet, par exemple. C'est un thermomètre qui est très précis, qui va à la décimale, je crois. Ça fait par exemple 36,08. Et il y a 2 chiffres après la virgule. Et donc, en prenant la température tous les jours, le matin au réveil, vous allez pouvoir faire une courbe de température sur le mois. Et donc, le principe, c'est qu'au moment de l'ovulation, la température va augmenter légèrement. Et ensuite, ça fait une espèce de petit plateau, puis elle redescend, etc. Et alors moi, je vous conseille un livre, si la méthode vous intéresse et que même vous avez envie d'en apprendre plus sur votre cycle, c'est Vivre sa fertilité naturellement de Mylène Clichy. Je vous mettrai, si vous voulez, dans la description de la vidéo après. C'est vraiment un excellent livre pour, ne serait-ce que pour connaître son cycle et apprendre à l'observer. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, ça sera moins évident, hein, évidemment, avec une méthode hormonale. Mais ça peut être intéressant d'aller quand même toucher le col et d'avoir cette habitude d'observation. Et puis, pour voir comme on avait parlé de ma nature cyclique, pour voir ne serait-ce que en effet, quand est-ce qu'on est plutôt en période, en climat œstrogénique, plutôt progestatif, ça peut avoir un impact sur les projets qu'on met en place dans notre vie, etc., etc. Donc, c'est pas qu'un moyen de contraception ou pour l'aide à la fécondation. Ça peut être bien sûr les deux, mais ça peut être aussi ne serait-ce que pour se connaître en tant que femme. C'est bien ça? Exactement. Génial. Je regarde, j'ai aussi celui-là. C'est un petit livret en fait que j'ai trouvé donc je sais pas si c'est écrit à l'envers. En fait, donc c'est écrit la symptothermie complète de Sympto Fondation. En fait, c'est quelque chose qu'on peut télécharger gratuitement sur le site officiel sympto.org, je crois. Et vraiment, il y a vraiment plein de choses pour bien utiliser ces outils et ces indices de symptothermie. Et puis, comme je vous dis, il est en libre accès. Super. Moi, je te laisse poursuivre. Si ça va bien. Ouais, super. Et ben du coup, après ces autres méthodes, il y a aussi tout ce qui est stérilisation. Donc, on peut parler de la vasectomie, de la ligature des trompes également, ou de la castration. On va avoir aussi toutes les méthodes du style retrait, lactation, puisque pendant la lactation, alors là c'est un protocole, c'est-à-dire que ça a un nombre particulier de tétées, etc. Mais en fait, cette lactation, elle va permettre un retour de couche qui va être plus lointain et qui va donc du coup ne pas créer d'ovulation. Donc pendant cette lactation, quand on suit ce protocole et qu'il n'y a pas le retour de couche, du coup ça constitue un moyen de contraception. Ensuite, il y a tout ce qui est les méthodes masculines, d'accord? Donc, en tout cas pour toutes les personnes qui ont des testicules. Et en fait, on va avoir le slip chauffant et l'anneau de remontage des testicules. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est vraiment dans les deux cas quelque chose
En fait, les testicules, elles sont à l'extérieur du corps pour une raison précise qui est que la production et la synthèse, la fabrication, si vous voulez, de spermatozoïdes va pouvoir se faire à une température précise qui est entre 1 à 2 degrés de moins que notre température corporelle. Donc, grâce à ces testicules dans les bourses, l'homme ou la personne ayant des testicules va pouvoir fabriquer ces spermatozoïdes. Si on chauffe ces testicules, et ben du coup, la production ne va plus être suffisante pour créer un climat fertile. Donc cet anneau, en fait, c'est un anneau, donc un anneau en plastique, en silicone, souvent, qui va pouvoir, on va pouvoir glisser la verge et les bourses, mais les testicules ne vont pas rentrer dans cet anneau, et les testicules vont en fait, alors c'est difficile de vous l'expliquer son schéma, mais du coup vont être remontées. En fait, elles vont être remontées à l'intérieur du corps, et donc du coup, elles vont être à la température corporelle, et donc cette production de spermatozoïdes va donc être bloquée. D'accord ? Pour le slip chauffant, on est sur le même type de contraception, c'est-à-dire que c'est un slip qui va contenir des gros élastiques qui vont appliquer, pareil, qui vont faire remonter les testicules pour qu'elles soient à la température du corps. Et pareil, donc du coup, qui vont donc bloquer cette synthèse de spermatozoïdes. Donc, pour tous les hommes qui ont aussi envie de gérer leur contraception, c'est un bon moyen. C'est-à-dire que c'est vrai que l'homme, pour l'instant, en termes de contraception, il doit faire un peu confiance à sa partenaire. Mais s'il a envie de reprendre la responsabilité et le pouvoir sur sa contraception, il y a des choses qui sont disponibles pour lui. D'accord ? Oui, et puis j'ai lu que c'était pas du tout désagréable à porter en fait. Alors je pense que ça, oui. Alors moi aussi j'ai lu ça. Mais je pense que ça peut aider. Quand j'en ai parlé, en effet, aux hommes autour de moi, il y en a qui m'ont dit que ça leur créait une vraie crainte, peut-être d'avoir une testicule qui se coince, etc. Donc, j'entends que c'est pas confort émotionnellement pour tout le monde. Mais en effet, il y a des hommes qui témoignent de leur reprise de pouvoir en fait sur cette contraception et qui ne sont plus dépendants de si une femme oublie sa pilule ou si une femme arrête de prendre la pilule sans en informer son conjoint, etc. Là, c'est vrai qu'il peut reprendre son pouvoir là-dessus. Et en effet, qui témoignaient que pour eux, c'était pas du tout inconfortable. Pour que ça soit efficace, qu'est-ce qu'on va faire? On va souvent faire un spermogramme, et puis ensuite on va faire une utilisation prolongée, par exemple de plusieurs mois, et refaire un spermogramme peut-être 3 mois après pour vérifier où est-ce qu'on en est avec la synthèse de nos spermatozoïdes. Et là, du coup, rouler jeunesse, c'est bon. Moyen de contraception mis en place. C'est ça. Je crois qu'il y a un certain nombre d'heures par jour. C'est ça, tout à fait. Qu'il faut utiliser. C'est ça. Ok. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce que on a fait, est-ce que tout est clair pour vous qui êtes là? Je pense qu'on a bien fait le tour là. Ouais. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions comme toujours. Eh bien super, du coup si c'est tout bon pour tout le monde, je te dis à samedi prochain. À samedi prochain. Je sais plus quel est le thème. Je crois qu'on parle des cycles perturbés. On va parler de tout ce qui est SOPK, endométriose, tout ce qui est exactement syndrome prémenstruel, peut-être règles abondantes ou au contraire des cycles longs qui peuvent inquiéter. Voilà, on va parler un peu de tout ça. Ok, super. Bon, merci beaucoup Céline, merci à tous à toutes et tous d'avoir regardé la vidéo. Merci Adèle. À samedi prochain. Génial, super.
À Au samedi. revoir.